6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. En Suisse, la disparition des exploitations agricoles s'accélère avec 3 fermes qui mettent la clé sous la porte chaque jour. Cette tendance inquiétante est accompagnée d'une augmentation de la taille des exploitations, ce qui entraîne une surcharge de travail pour les agriculteurs. Au cours des 20 dernières années, plus de 22 000 exploitations agricoles ont disparu en Suisse, soit une diminution de 31,5%. Les dernières données de l'Office fédéral de la statistique OFS relèvent que cette diminution est constante et que 520 fermes ont disparu entre 2021 et 2022. Ces chiffres alarmants soulèvent des questions sur la gestion de cette situation par les professionnels de l'agriculture. Comment réagissent-ils à cette diminution constante des exploitations ? Quelles mesures sont prises pour préserver les exploitations familiales ? Pour en savoir plus à ce sujet, nous recevons ce matin Luc Thomas, directeur de Prométer, l'association vaudoise des promotions des métiers de la terre. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci à vous. Ces chiffres sont alarmants, Monsieur Thomas, quand même. Oui, ils le sont. Je crois qu'il faut tout de même prendre un tout petit peu de recul par rapport à ces statistiques dont vous venez de faire état. Je dirais que la diminution du nombre des exploitations n'est pas une réalité nouvelle, c'est au fond le résultat de principalement 2 éléments. L'élément principal, c'est ce qu'on appelle le progrès technique, c'est-à-dire l'évolution de la mécanisation qui permet à main-d'œuvre égale d'entretenir un cheptel plus important ou des surfaces, ou de travailler des surfaces agricoles plus grandes. Et comme au fond la Suisse est un pays fini, on a besoin de moins de force de travail pour cultiver les mêmes surfaces et entretenir le même cheptel. Ça, c'est au fond une réalité qui est assez naturelle et qui découle du progrès technique. Puis ce progrès technique, il produit ses effets dans l'agriculture comme dans n'importe quel autre secteur d'activité économique. Alors, au fond, disons, cette évolution naturelle, elle pose problème lorsque à ce phénomène-là s'ajoute un autre paramètre qui peut conduire à la disparition des entreprises, c'est le paramètre économique. C'est lorsque la viabilité au fond de l'entreprise n'est plus là et que ça pousse l'exploitant à devoir mettre la clé sous le paillasson. Et c'est là au fond où la politique agricole a un rôle à jouer, puisque au fond l'objectif que nos politiciens doivent poursuivre, c'est de créer un cadre qui évite précisément cette fragilité qui conduit trop d'exploitants à devoir cesser leur activité. Et vous, en tant que directeur de Prométer, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est fait pour soutenir justement cette branche ? Alors, on agit sur plusieurs plans. Sur le plan déjà technique, on a ce qu'on appelle un service de vulgarisation qui est là pour accompagner les agriculteurs dans cette évolution technologique. Donc ça, c'est un support que nous pouvons leur fournir. Et notre rôle quand même prioritaire et principal est d'agir précisément sur le terrain de la politique agricole que j'ai évoquée, c'est-à-dire d'essayer de faire comprendre à nos décideurs politiques que il faut un cadre suffisamment protecteur pour éviter, au fond, une trop forte évolution de ces structures agricoles. Alors là, vous nous parlez de structures qui sont, on va dire, relativement importantes. Qu'en est-il des petites structures qu'on appelle structures familiales ? Alors, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que si on regarde, ou si on compare les structures de l'agriculture suisse par rapport à celles qu'on peut rencontrer ailleurs en Europe, ou à plus forte raison aussi outre-Atlantique, la question de l'agriculture industrielle a été passablement thématisée ces dernières années. Je crois que ce qu'il faut réaffirmer, c'est que même si, au fond, les fermes de notre pays ont grandi en taille, ça reste de petites structures en comparaison internationale. C'est toutes des structures qu'on peut qualifier de familiales. Il y a, au fond, pratiquement pas d'entreprises agricoles qui sont en main de sociétés. Donc, on peut dire que les 50 000 exploitations agricoles que nous avons dans ce pays sont des exploitations en main de familles paysannes. Et on reste vraiment dans des structures qui sont
qui sont à taille humaine. La dimension moyenne d'une exploitation en Suisse, quand même pour citer quelques chiffres, c'est moins de 30 hectares. Et si vous allez en France voisine ou en Allemagne, on est à 100, 150. Et si vous allez aux États-Unis, vous pouvez encore multiplier par un facteur 10. Donc on reste, malgré l'évolution qu'on évoque, on reste dans des structures vraiment de dimension familiale. D'accord. Donc avec Prométhée, vous veillez au grain, si je puis dire. Alors on veille au grain. Il faut aussi quand même, effectivement, je suis au fond assez content que la société s'inquiète de voir les fermes disparaître, même si, comme je l'ai indiqué, c'est quand même un phénomène assez naturel. Ce qu'il faut souligner, au fond, c'est que cette évolution technologique, elle bénéficie aussi aux consommateurs, puisque ça a permis à l'agriculture suisse de continuer à remplir sa mission nourricière en offrant une alimentation qui reste en Suisse, même si elle est en valeur absolue plus chère que dans les pays voisins. Mais si on regarde le pouvoir d'achat du consommateur suisse, l'agriculture suisse fournit au fond à ses consommateurs une production au fond à des conditions qui sont tout à fait favorables. Et ça, on le doit aussi à cette évolution technologique qui a permis au fond à l'agriculture de suivre le mouvement de l'ensemble de la société. Est-ce que ça a un petit peu changé là? En ce moment, il y a vraiment une tendance à être le cavore, de manger des fruits et légumes de saison, des produits de la région. Est-ce que ça, vous avez senti une différence ces dernières années? Alors, ce mouvement, il est là déjà depuis un certain temps. Je crois qu'il y a une sensibilité générale dans la société qui vise au fond à se soucier des conséquences de ces actes d'achat sur l'environnement. Pour ce qui est de l'alimentation, ça conduit à ce que vous évoquez, c'est-à-dire en tout cas dans les discours, à vouloir plutôt consommer local que consommer des produits dont on ne sait d'où ils viennent. Maintenant, quand on regarde, au fond, ça c'est, je pense, un mouvement de fond, mais quand on regarde la situation aujourd'hui où on a quand même une inflation qui a porté atteinte au pouvoir d'achat du consommateur, et là on voit revenir des réflexes qui ne sont pas tellement ceux du locavore et de l'achat local, mais qui est quand même plutôt celui du porte-monnaie et au fond de l'achat au meilleur compte, et ça c'est évidemment pas nécessairement favorable à la production agricole indigène. Ça vous inquiète ? Oui, ça nous inquiète parce que, on exige beaucoup de l'agriculture suisse en termes qualitatifs. Il y a une forte pression qui a été mise, on peut dire ces 20 dernières années, notamment en imposant à notre production agricole des contraintes écologiques qui sont plus élevées que celles qu'on rencontre à l'étranger. Au fond, si on veut que l'agriculture puisse vivre de sa production, il faut aussi que le consommateur joue le jeu. Si au fond on impose des conditions et que le consommateur privilégie des achats qui ne respectent pas ces mêmes contraintes, ça devient extrêmement difficile pour nos producteurs agricoles. Notre invité ce matin, Luc Thomas, directeur de Prométhée, l'association vaudoise de la promotion des métiers de la terre. Merci d'être avec nous pour répondre à toutes ces questions que l'on vous pose. Quelles mesures pour protéger notre agriculture en Suisse? On a dit qu'il y a quand même quelques inquiétudes qui sont bien présentes. Est-ce que ces mesures et ces complications que nous avons en Suisse, elles sont comparables avec ce que nos voisins français, italiens, peut-être peuvent aussi rencontrer aujourd'hui? Je crois que l'agriculture partout sur la planète est un peu confrontée aux mêmes difficultés. Le producteur agricole est malheureusement pas au bon bout de la chaîne, puisque entre lui et le consommateur, il y a toute une série d'intermédiaires, et que, au fond, une des difficultés du monde agricole, c'est de pouvoir valoriser sa production à son juste prix, dans des négociations dans les filières de production qui sont compliquées. Cette situation-là, on la rencontre en Suisse comme ailleurs. Cela étant, il faut, admettre qu'on a en Suisse quand même une politique agricole qui est soucieuse de la durabilité de l'agriculture dans ce pays, puisque, au fond, cette agriculture, c'est la base de notre alimentation. Et, évidemment, il y a toujours des compromis, et parfois pas toujours satisfaisant, mais de façon générale, on a quand même une politique agricole qui est conçue pour permettre à l'agriculture de remplir sa mission de production alimentaire. Mais par rapport à cette évolution structurelle qu'on évoque, je veux quand même souligner que puisqu'on parle de la Suisse et de l'étranger, que le consommateur en Suisse
si au fond il regrette et s'étonne de voir ces fermes disparaître, il a lui une possibilité d'agir par son acte d'achat, parce que c'est au fond en privilégiant lorsqu'il va faire ses courses la production indigène qu'on peut au fond freiner ce mouvement, qu'on peut offrir aux agriculteurs des prix qui soient en adéquation avec les coûts de production, qui en Suisse, comme dans d'autres domaines, sont plus élevés que ce qu'on rencontre à l'étranger. Vous parlez de consommateurs, mais c'est des consommateurs, en fait. Alors là, ils deviennent consommateurs, exactement. Une vraie prise de conscience, en fait. Oui. Hein. Je pense que c'est une nécessité et il faut que cette prise de conscience ne s'exprime pas seulement dans les discours, mais également dans les actes d'achat de tous les jours, dans les supermarchés, dans les magasins alimentaires. Merci en tous les cas, M. Thomas. Je vous propose, à l'heure où les fermes sont de plus grandes en Suisse, on en parlait tout à l'heure, on a rencontré David Bollier qui a créé en 2021 la ferme Goupil avec 2 associés. Leur ferme fait 1,5 hectare et permet de fournir 150 paniers de fruits et légumes chaque semaine aux habitants du coin. Notre journaliste Léo de Garrigue lui a demandé quelle était l'intention derrière la création de cette micro-ferme. On va en parler. Je vous propose de découvrir ce début de sujet avec David Bollier. L'intention, c'était de rentrer dans l'amélioration du système alimentaire. Donc, il y a plein de portes d'entrée différentes. Et nous, on est rentré par, on va dire, tout en bas, en créant une proposition alimentaire, en créant une petite ferme. Et le but, c'était, on avait besoin de s'impliquer dans l'amélioration du système alimentaire. Donc, c'était notre motivation première. Et après, la motivation secondaire, on va dire, c'était d'apprendre à faire pousser de la nourriture et de travailler dehors, de faire quelque chose de physique, de manuel et puis de concret. Mais c'est vrai que l'intention première, c'était le système alimentaire. Votre regard sur ce genre d'initiatives, des micro-fermes, comment Alors, c'est effectivement un phénomène qui émerge, qui, je crois, a toute sa place dans dans une agriculture diversifiée. À Prométhère, on n'est pas adepte des chapelles, donc on est ouvert à toute forme de structure et de type d'organisation de production agricole. Les micro-fermes, dont nous avons un exemple ici, en est une, qui a, je crois, toute sa place dans notre modèle alimentaire. Avec l'intérêt de ce type de structure, si j'ai donc bien compris, alors c'est des petites surfaces qui sont travaillées, en production, j'imagine, de légumes ou de fruits et légumes avec une relation directe avec le consommateur. Donc là, on valorise en quelque sorte le circuit court. Nous le saluons évidemment parce que ça présente, je dirais, plusieurs avantages. L'absence d'intermédiaire permet souvent une meilleure rétribution du producteur. Et puis, au fond, l'autre atout de ce type de production et de système est de mettre en contact directement le producteur et le consommateur. Donc, en termes de communication et de compréhension des réalités du monde agricole, il y a là aussi quelque chose de positif à tirer. Donc, c'est des structures que nous saluons. Et je pense que, bien souvent, ce sont les personnes qui entreprennent ce genre de projet ne sont pas issues du monde agricole. Donc, ça amène aussi un peu de son neuf dans la branche, ce qui est évidemment quelque chose de positif. Je pense que là, au fond, la difficulté de ce type de modèle, c'est d'en assurer la viabilité à long terme, donc permettre au fond aux personnes qui se consacrent au développement de ce type de projet de pouvoir véritablement vivre de leur production. Et on voit qu'il y a des projets qui effectivement tiennent de la durée et d'autres qui sont plus éphémères. Vous comprenez la démarche, cette quête en quelque sorte. Pardon ? C'est une sorte de quête en quelque sorte. Oui, écoutez, là il y a aussi derrière, il y a aussi puisque le monsieur qui s'exprimait, on va retrouver. Il y a un sous-jacent quand même, une préoccupation par rapport au système alimentaire. Donc il y a probablement aussi peut-être une philosophie de vie là derrière que ces personnes veulent concrétiser. Ouais. Alors la quête semble au cœur de la réflexion, justement, on vient d'en parler, avec cette nouvelle génération d'agriculteurs, en quelque sorte. On a demandé à David Bollier de la ferme du Goupil s'il partageait cette analyse. Réponse tout de suite. J'ai pas une analyse historique ou sociologique de la question. Maintenant, on est clairement dans il y a beaucoup de gens autour de moi qui veulent revenir à du concret, mais parce qu'on est perdu dans
plein d'occupations et plein de jobs qui des fois, on ne sait plus exactement ce que c'est le sens et pourquoi on fait tout ça. Donc oui, je pense qu'il y a un truc générationnel. Il y a clairement... je pense qu'il y a 2-3 générations, c'était moins des questions qui étaient présentes dans nos sociétés parce qu'il y avait moins de différences entre certaines occupations ou qui étaient moins concrètes par rapport à maintenant. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On revient au concret. Ça, vous le voyez, vous le sentez. Oui, je crois que là, il y a un phénomène, je pense, dans la jeunesse, on le voit dans les rapports au travail. C'est plus simplement un gagne-pain. Il faut que ce qu'on fait fasse sens. Et je pense que produire, au fond, ce qui est indispensable à la vie, c'est-à-dire son alimentation, là, on peut comprendre que pour une partie des jeunes, du reste, on voit les écoles d'agriculture sont plus pleines que jamais, si je puis dire les choses ainsi. Ça, je crois que ça témoigne de cet intérêt pour les questions en rapport à la terre. Ces jeunes dans les écoles ne sont pas tous, loin s'en faut, je dirais, issus de familles paysannes qui se destinent à reprendre un domaine agricole. C'est des gens qui font cette formation parce qu'ils ont un intérêt pour les métiers de la terre. Mais ça, c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Alors après, ça pose... c'est des gens qui, s'ils ne peuvent pas nécessairement reprendre une ferme, trouveront... C'est une bonne formation, la formation agricole, une formation solide. Et c'est le plus souvent des personnes qui trouvent assez facilement une activité professionnelle intéressante dans des entreprises en périphérie de l'agriculture. Luc Thomas, la ferme de Goupil collabore avec Prométer et on a demandé justement à David Bollier s'il avait une question à vous poser. Dans la dynamique où je suis de vouloir reprendre une ferme dans l'avenir, est-ce qu'il y a une chance que la valeur vénale, donc la valeur qui est fixée à une ferme, toute la réflexion qu'il y a dans l'appréciation d'une valeur vénale, est-ce qu'il y a une chance qu'elle soit revue à la baisse à l'avenir ou dans le présent? Est-ce que pour rendre cet accès à la terre plus facile aux gens qui ne sont pas du monde de l'agriculture? C'est ma question. Alors, Monsieur Bollier met le doigt sur je ne sais pas si on peut appeler ça un problème, enfin sur une réalité qui est celle du prix d'acquisition du foncier. Alors, je pense qu'il faut quand même dire quelques mots du système successoral, parce qu'il est quand même assez particulier pour ce qui est de l'agriculture. On a en Suisse un droit successoral paysan qui, au fond, déroge un peu au principe de la libre entreprise, enfin, du libre usage de sa propriété, puisqu'au fond, ce droit prévoit que, dans le cas d'une famille paysanne, un descendant qui est formé, qui a l'envie de devenir agriculteur, a la possibilité de revendiquer le patrimoine agricole familial à une valeur qui n'est pas la valeur du marché, une valeur qu'on appelle la valeur de rendement, qui est une valeur déterminée selon un guide que la Confédération édicte. Et cette valeur de rendement, comme son nom l'indique, c'est une valeur qui, au fond, est calculée de manière à permettre à celui qui va acquérir le domaine de pouvoir en vivre sans avoir, au fond, à investir un montant qui est sans rapport avec la rentabilité de son outil de travail et qui lui permettra, donc, au fond, de faire fonctionner sa ferme avec des résultats économiques, en principe, satisfaisants. Alors ça, c'est valable dans le cas de la famille. Si maintenant, vous avez une personne qui souhaiterait reprendre une ferme, mais qui n'a pas la chance d'avoir dans sa famille un père ou une mère propriétaire d'un domaine, eh bien, il doit faire comme Monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire probablement louer du terrain, ça c'est tout à fait possible. Et ça allait à des conditions... alors, si on veut se constituer une ferme d'une certaine dimension en louant des terrains, ça va être compliqué parce que les tarifs de location sont si élevés. Et puis, si vous voulez, alors à plus forte raison, vous constituer une ferme par acquisition de terrain hors cadre familial, c'est-à-dire à la valeur du marché, bien là, à moins d'avoir une fortune personnelle, on peut dire que c'est pratiquement impossible. Alors la question qui m'est posée, est-ce que je vois au fond une porte de sortie à cette situation qui consisterait à avoir au fond un prix de marché plus bas que ça n'est le cas aujourd'hui?
Je dirais que très honnêtement, j'en vois pas, sauf alors à battre en brèche, je dirais la libre propriété, c'est-à-dire avoir des prix qui seraient au fond contrôlés par l'État, ou alors un système un peu à la française. Vous avez au fond des institutions para-étatiques qui se portent acquéreurs de terrain et qui ensuite les mettent à disposition de jeunes qui répondent à un certain nombre de critères. Et cette mise à disposition se fait là, à ce moment-là, à des conditions économiques qui sont peut-être plus favorables que les prix du marché. Merci. Mais c'est pas la situation en Suisse. C'est pas la situation en Suisse. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à cette question de monsieur David Bollier-Luc, Thomas, directeur de Prometer, à qui vous pouvez poser vos questions en direct, 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Et puis, sachez encore qu'il y a un reportage écrit et préparé par Léo de Garrigue qui a tourné ce sujet sur le fonctionnement de la ferme Goupil à retrouver sur le site mlemedia.ch. Allez, je vous propose un petit tour du côté de Cannes, le festival de Cannes, ça vous inspire ou pas? Assez loin, mais voilà, allez, comme tout le monde. Je vous propose d'aller faire un petit tour au soleil, au bord de la mer. On rejoint sans plus attendre Jérémy Amsalag. C'est parti avec le micro-trottoir sur la croisette de Cannes. Sur la croisette de Cannes, avec Jérémy Amsalag. Pour vous, si vous deviez boire un verre avec une célébrité en tout bien tout honneur, qui ce serait à votre avis? Il y a Brad Pitt, je pense. Voilà, moi, ça, à la limite, c'est même Brad Pitt, pour moi. Pour une nuit, il y a une célébrité avec qui vous aimeriez passer une nuit? Ah bah oui, Brad Pitt. Ah bah oui, il n'y a pas photo. Oui, Brad Pitt, là. Bon, écoutez, je pense qu'il est pas mal, effectivement, Brad Pitt. Et pour la vie Pour la vie pour la vie, on a nos maris, alors on va rester avec. Donc une nuit, ce serait possible, mais pas pour la vie. Faut pas rêver, Quand vous pensez à Catherine Deneuve, qu'est-ce qui vous vient en tête? Immense star de cinéma, énorme carrière qui, résume quand même tout un pan du cinéma français, en tout cas de ces dernières années, quoi. Mais en plus, elle ressemble énormément à la personne sur l'affiche, c'est impressionnant. Je crois même que c'est elle, et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que c'est Chiara Mastroianni qui a présenté la cérémonie d'ouverture, parce que c'est sa fille. Vous étiez en tournage avec Catherine Deneuve hier? Alors, à chaque fois, je confonds deux actrices, et potentiellement, je confonds entre l'une et l'autre. Celle avec qui j'ai été... Alors, c'est celle qui est sur l'affiche du Festival de Cannes, Catherine Deneuve. Non, mais alors moi, je suis arrivée il y a 3 heures, donc j'ai même pas eu le temps de faire la croisette, du coup. J'ai même pas eu le temps de regarder toutes les affiches. Le cinéma par excellence et la femme française des années 70 aussi, et elle symbolise aussi plein d'acteurs et de réalisateurs autour d'elle, que ce soit Truffaut, Demy, elle montre vraiment qu'elle symbolise tout le cinéma et pour le monde entier. Maintenant on va voir quelques extraits avec Catherine Deneuve juste maintenant. Alors bonjour Madame Deneuve, comment ça se passe ce festival? Ce festival, très bien, comme toujours, comme souvent d'ailleurs. Alors parfois on dit qu'on est en haut de l'affiche, pour le coup vous êtes vraiment en haut de l'affiche. Oui, c'est une fois unique dans une vie, ça oui, c'était bien. Ouais. Quand vous êtes monté sur les marches avec votre musique, avec vous qui chantez, qu'est-ce que ça vous a provoqué ce moment, cette montée des marches pour vous? De l'émotion, du plaisir. Eh ben dis donc, Catherine Deneuve au micro de M le Média sur la croisette avec Jérémy Amsalag. Catherine Deneuve, ça vous inspire, monsieur? Oui, j'aime bien. Pas mal, hein? Oui. Ouais. Vous avez, alors, juste 2 mots sur la météo. J'aimerais votre avis en tant que spécialiste d'agriculture. La météo qu'on a en ce moment, c'est plutôt bien. Il y en avait besoin de flotte. Maintenant, de l'eau, on en avait besoin. Les printemps trop humides, c'est jamais le top pour la production agricole. Il faudrait qu'il vienne un petit peu de chaud là maintenant je crois que ça vient. Permettre aux cultures de bien démarrer. Mais enfin voilà. Ouais. Que l'agriculture fait avec à l'habitude. Ouais. L'agriculture s'accommode plus facilement de la météo que de certaines décisions politiques. Avec notre invité ce matin, Luc Thomas, directeur de Prometer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Merci d'être avec nous. Quelles mesures pour protéger notre agriculture? C'est le sujet de ce matin. Vos messages sont arrivés au 079 121 9000. Merci d'ailleurs par WhatsApp et via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Monsieur Thomas, je vous propose de regarder 1 ou 2 messages que nous avons reçus ce matin. Elsa les a recueillis pour nous. Alors Manu, quels sont les principaux produits agricoles cultivés en Suisse? Alors, l'agriculture suisse, à part les produits qui ne peuvent pas pousser sous nos latitudes, est une agriculture très diversifiée, très complète. Donc on peut dire qu'on a une gamme quasi complète de tout ce que le consommateur souhaiterait pouvoir avoir de son assiette.
Je dirais dans le végétal, on a une gamme complète de fruits et légumes. On produit des céréales, on produit des patates, on produit du colza. Dans le secteur animal, on a du bœuf, de la volaille, des cochons. Donc on a vraiment une agriculture très, très diversifiée, mais qui toutefois, il faut le souligner, ne contribue à nourrir la population qu'à raison d'un jour sur deux. Et ça, c'est une particularité de notre agriculture. On appelle ça le taux d'auto-approvisionnement. Et ce taux d'auto-approvisionnement de 50%, au fond, c'est l'un des plus faibles sur cette planète. Je crois qu'il y a un autre pays qui se situe à peu près dans les mêmes eaux, c'est le Japon. D'accord. Alors, ça s'explique par un paramètre notamment qui est celui, au fond, de l'exiguïté du territoire suisse. On a une densité de population et donc on a, au fond, une surface disponible pour produire de l'alimentation par tête d'habitant qui est plus faible que, par exemple, dans les pays voisins comme la France, l'Italie ou l'Allemagne. Et ça, c'est évidemment un paramètre qu'on ne va pas pouvoir faire changer. Mais il faut que sur ces surfaces disponibles, on laisse l'agriculture ou les agriculteurs faire leur travail et quand même assurer, je dirais, des rendements qui soient suffisants pour pouvoir alimenter notre population. C'est un peu tout le défi qui se pose à l'agriculture aujourd'hui, qui doit concilier cet objectif quantitatif, nourrir aussi une population qui croît chez nous pratiquement à raison de 1% par année. Donc il faudrait au fond que la production alimentaire suive ce mouvement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et puis à cet objectif quantitatif s'en ajoute un autre qui est la mission de préserver les ressources et l'environnement. Là, il y a aussi des impératifs qui sont fixés à l'agriculture. Et une des grandes difficultés, au fond, auxquelles le monde agricole est aujourd'hui confronté, c'est la conciliation de ces deux objectifs. C'est un problème, au fond, que la politique agricole doit essayer de résoudre. C'est pas tout à fait simple d'y parvenir. Là, vous parlez sur, on va dire, pour la Suisse, à l'échelle fédérale. Est-ce qu'il y a des différences entre les cantons? Oui. Le canton de Vaud, par exemple, disons, en Suisse, la Suisse est un pays herbagé. Et au fond, si on regarde le PIB de l'agriculture suisse, ce PIB, ce produit intérieur de l'agriculture, c'est à raison de 2/3 de la production animale et 1/3 de la production végétale. Si on prend le canton de Vaud, alors on dit que c'est une Suisse miniature parce qu'au fond, on produit de tout dans le canton de Vaud. On a vraiment la possibilité, on a des herbages, on a de la montagne, on a de la plaine, on a des régions tempérées, c'est le bord du Léman, etc. Donc on produit de tout dans le canton de Vaud. Mais dans le canton de Vaud, ce qui prédomine, c'est la production végétale. Donc le PIB de l'agriculture vaudoise, ça sera 2/3 de la production végétale et 1/3 de la production animale. Donc au fond, chaque région, chaque canton a ses caractéristiques qui fait qu'au fond, l'agriculture s'adapte aux possibilités qui lui sont données de cultiver plutôt ceci que cela. Quelles mesures pour protéger notre agriculture? On en parle ce matin avec notre invité Luc Thomas, directeur de Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Merci d'être avec nous. Le temps passe très vite, décidément. On a encore quelques questions qui sont arrivées sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. On va essayer de répondre à ces questions justement, Elsa. Oui, Francis, quel est le rôle de l'agriculture suisse dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité? Vaste question. Alors, l'agriculture suisse, évidemment, comme je l'évoquais tout à l'heure, a une mission importante puisqu'elle est en charge de l'entretien de la moitié du territoire national. L'autre moitié, c'est des forêts, c'est le bâti. Donc, au fond, la part qui peut potentiellement produire de la biodiversité, elle est souvent en main de l'agriculture. Et là, il faut souligner que l'agriculture, depuis déjà de nombreuses années, fait de gros efforts dans cette optique de développer la biodiversité. On a donc une politique agricole qui impose aux agriculteurs un minimum de surface consacrée à la biodiversité. Ce minimum de surface, c'est de 7%. Et aujourd'hui, l'agriculture consacre 19%
la surface agricole cultivée à la biodiversité. Donc ça veut dire qu'1 hectare sur 5 n'est plus au fond affecté à une production agricole et alimentaire normale, mais est plutôt orienté vers la production la production de biodiversité. Donc il y a un réel souci de l'agriculture de contribuer, d'apporter sa pierre à l'édifice de la préservation de la biodiversité dont ça a encore été répété ces derniers temps, dont on dit en Suisse qu'elle est menacée. Je crois pouvoir dire qu'en tout cas l'agriculture fait sa part. Alors certes, on peut, je dirais, toujours faire mieux. Ce que le monde agricole souhaite, c'est qu'au fond, cette part de 19-20% de terres consacrées à la biodiversité n'augmente pas, mais peut-être qu'on réfléchisse à mieux valoriser ces surfaces qui, aujourd'hui, sont consacrées à la biodiversité, de façon à ce que la valeur, au fond, en termes de biodiversité de ces surfaces, soit plus importante qu'aujourd'hui. Mais là, là encore, on est dans des arbitrages entre la préoccupation nourricière et la préoccupation environnementale. Il faut conserver un bon équilibre et, en tout cas, du côté agricole, on souhaite ne pas aller au-delà des surfaces qui sont aujourd'hui consacrées à la biodiversité. Dernière question, arrivée sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Greg, comment vous adaptez-vous aux demandes et aux tendances du marché? Avez-vous diversifié vos produits ou exploré de nouveaux marchés? Alors, l'agriculture, il fut un temps où ça n'était pas le cas. Il y a de cela une trentaine d'années, au fond, le principal acheteur de l'agriculture suisse, c'était la Confédération, qui prenait en charge la production agricole à des prix qui étaient fixés par avance. Cette époque-là est révolue. Donc aujourd'hui, l'agriculture est confrontée au marché, c'est-à-dire doit produire ce que le marché demande. Donc on peut dire qu'on a une production agricole qui est là, qui est orientée en fonction des besoins du marché. Alors il y a quelques cautèles par rapport à d'autres secteurs de l'économie. Une des cautèles, c'est que l'agriculture bénéficie d'une protection à la frontière, donc pour permettre à certaines productions d'être rentables, il faut se prémunir au fond d'une concurrence venant de l'étranger qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, peuvent produire à des conditions qui ne sont pas l'identique des nôtres, donc avec des coûts de production plus bas. Donc si on veut éviter au fond que ces productions submergent le marché et empêchent la production suisse de pouvoir être écoulée à des conditions convenables, il faut une certaine protection. Donc ça, c'est une protection dont l'agriculture bénéficie, mais pour le reste, on peut dire que l'agriculture aujourd'hui l'agriculture suisse est une agriculture qui est orientée en fonction des besoins du marché. Merci beaucoup Luc Thomas d'être venu répondre à toutes nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Là, il y a quand même quelques inquiétudes en ce moment pour terminer, peut-être pour conclure. Alors, il y a bien sûr il y a des inquiétudes, il y a surtout des défis qu'il s'agit de relever. Un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est toute la question du climat. Du climat, si je l'évoque ici... Il faudrait une deuxième heure. C'est que, disons, au plan vaudois, on s'inquiète en particulier... Enfin, on s'inquiète. On a thématisé ce sujet et on a entrepris un certain nombre de démarches pour pouvoir que l'agriculture puisse au fond apporter également sa pierre à l'édifice à l'atténuation de ces... Donc il y a beaucoup de défis qui se profilent à l'horizon, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste et l'agriculture a toujours démontré sa capacité d'adaptation. Elle va, je pense, continuer à le faire. Il faut au fond, qu'elle soit aidée en cela par des consommateurs qui ont un comportement adapté, et puis aussi un consommateur, et puis un monde politique qui, au fond, on l'espère, continue à maintenir un cadre qui permette à l'agriculture de remplir sa mission. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci de l'invitation. À très bientôt. Bonne journée. On peut vous retrouver en podcast sur le site mlemedia.ch. À très bientôt sur M.